Nouvelle loi en cours d'élaboration autour de l'actionnariat salarié. Avec nous, Saïk Pogam pour Sagar et Olivier Renaud de Lamartine Conseil. Donc, Saïk, juste peut-être en deux mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Sagar, s'il vous plaît ? Oui, alors Sagar, c'est un fonds de private equity qui a une particularité, c'est que les 2/3 de l'argent qu'on investit provient d'un petit nombre de familles. Donc on a une petite base d'investisseurs, une quarantaine d'investisseurs, les 2/3 sont des familles, et on investit un fonds, on a levé, dans le cadre de notre dernière levée qui s'est terminée en juin dernier, juin 2022, on a levé 1 milliard d'euros. Merci. Et Olivier Renaud, vous, Lamartine Conseil, vous êtes avocat ? Oui, surtout conseil. D'accord, désolé, je ne voulais pas vous vexer. Non, on préfère prévenir que guérir. Oui, on a un cabinet d'avocats, effectivement, on est 110, répartis sur le territoire français, et on est spécialisé en transmission de PME depuis, pour ce qui me concerne, bientôt 40 ans. Vous conseillez plutôt les cédants ou plutôt les repreneurs ? Alors, moi, je conseille plutôt les holdings de reprise, mais souvent recommandé par les fonds d'investissement, small cap, comme on dit dans le jargon, et d'autres. Je suis conseiller aussi d'équipes de management, j'en vois dans la salle. Voilà. Quand vous arrivez dans une entreprise pour conseiller le cédant, est-ce qu'il y a une crainte chez lui de ne pas valoriser l'entreprise à son meilleur niveau, à son meilleur potentiel, s'il devait la céder à ses salariés ? Il y a un peu les deux. Il y a plusieurs typologies. On a le cédant qui est fondateur d'une PME qui se considère, et c'est pas faux parfois au début, comme un petit peu Dieu à bord, et donc rien n'a de valeur en dehors de lui. Ça, c'est compliqué. Vaut mieux qu'il vende à un industriel. Et puis il y a le cédant qui s'est un petit peu ouvert, qui a organisé autour de lui un cercle 1, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire j'ai une équipe de co-direction et dont, à un moment donné, en fin de carrière, aura l'idée de dire comment faire pour faire monter mes cadres au capital, ne pas vendre à un concurrent. Ça, c'est le cas du 1. Et voilà, donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle les LBO primaires. Voilà, ça, c'est notre cœur de cible. C'est votre cœur de cible, mais est-ce que c'est la plupart des cas que vous rencontrez ? Oui, on adore ce genre de situation, mais en même temps, depuis 30 ou 40 ans, les LBO primaires sont devenus des LBO quaternaires. Voilà, donc les PME sont devenus des ETI. J'ai parlons de Mathieu Barre qui est dans la salle, Unitaire qui n'y est peut-être pas. Voilà. Pour moi, c'est toujours des PME. Toujours l'idée d'associer les salariés au capital. Alors, il y a deux grandes phases. Je pense qu'on rentre dans le cœur du sujet. Il y a de manière classique, et Saïk le dira mieux que moi, le réflexe du fonds d'investissement qui dit, pour être en convergence d'intérêts, créer de la valeur et maintenir de la résilience, j'associe le management, c'est-à-dire le cercle 1, ceux qui dirigent, au capital. On va y venir justement, Saïk Pogam. Donc, on a eu quelques exemples qui nous ont été exposés tout à l'heure, notamment que ce soit avec les ailes ou alors avec Artelia, où on avait des fonds qui avaient pu rentrer en minoritaire. Alors, ce n'était pas le cas des ailes, pardon, c'est le cas d'Artelia, qui étaient rentrés en minoritaire avec derrière le management. Est-ce que ce cas est si courant que ça ? Je vais vous dire, ça dépend, il y a plusieurs typologies de fonds. Clairement, chez Sagar, on fait partie de la typologie de fonds d'investissement pour qui la qualité de l'équipe de management est un élément primordial de la décision d'investissement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, basiquement, on cherche deux choses. On cherche une bonne équipe de management et on cherche un projet de croissance. Une fois que vous dites le critère qualité de l'équipe de management est primordial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez pas la bonne équipe de management, c'est marrant parce que j'en parlais avec Olivier juste avant la réunion, vous êtes capable de ne pas faire l'opération, et c'est vraiment une discipline qu'on essaye de s'imposer, et je dirais qu'on s'impose de manière très exigeante parce qu'on a vécu dans notre chair le fait d'avoir accompagné des équipes de management qui étaient peut-être un peu moins bien, et on s'est rendu compte que quelque part, dans la crise notamment, la qualité d'une équipe de management, c'était un facteur primordial de résilience des sociétés. Donc une fois que vous êtes prêt à ça, vous êtes aussi prêt à faire l'inverse, c'est-à-dire à vous dire, maintenant que je suis convaincu d'avoir en face de moi la bonne équipe de management pour porter un projet, je suis prêt à être minoritaire derrière cette équipe de management.
chez Sagard, on a tout plein d'histoires de très très belles opérations où on a investi derrière une équipe de management. Je vais vous en donner quelques-unes. On est investisseur depuis 2010, donc ça fait 13 ans maintenant, d'une affaire qui s'appelle Seva dans la santé animale. On a investi en 2015 dans une affaire qui s'appelle Safi Calcan dans la distribution de produits chimiques. En 2015 toujours dans une affaire qui s'appelle Alves, que Jean-Philippe connaît bien, que Qualis connaît bien, qui est dans dans les équipements aéroportuaires. L'an dernier dans une affaire qui s'appelle Audentiel, qui est une ESN. Le point commun de toutes ces affaires, c'est que l'équipe de management est le premier actionnaire de la société et que nous sommes toujours actionnaires de ces sociétés. Donc en plus, ce que ça montre, c'est que quand vous êtes confortable derrière une équipe de management, vous avez une chance, c'est que vous pouvez vous inscrire dans la durée. L'alignement d'intérêt, il se fait de manière solide et durable. Et on a la chance, nous, de pouvoir en plus nous inscrire dans la durée au capital des sociétés dans lesquelles on est. Alors ce matin, on voyait dans le baromètre d'Equalis qu'on ne prenait pas en compte, c'est une question qui a été posée dans le public, on ne prenait pas en compte dans ce baromètre les entreprises où seul le management était associé. Il fallait que ce soit un actionnariat qui soit collectif. Est-ce que vous êtes intervenu déjà en tant que minoritaire dans des sociétés où il y avait une généralisation de l'actionnariat salarié? J'ai parlé des équipes de management. Quand je parle des équipes de management, je parle bien entendu équipes de management et salariés de l'entreprise. Souvent le ratio, et on l'a mentionné tout à l'heure, je crois, c'était sur Artelia. En général, vous avez l'équipe de management au sens large, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 100, 150 salariés, parfois encore plus que ça, qui représentent probablement les 3/4 de l'investissement et puis un quart pour les salariés, je dirais, un peu plus proches du terrain dans l'entreprise. Donc les 4 exemples que je vous ai mentionnés, c'est des exemples dans lesquels à chaque fois il y a une composante actionnariat, managériale importante, plus importante, je dirais, dans le total, mais très gros actionnariat salarié également. Olivier. Oui, Sagard est un cas à part un petit peu, c'est pas toujours aussi généralisé en fait. L'association du management, c'est évident, depuis que le MBO existe, par construction. On va rappeler qu'il est né de ça en fait. Il est né de ça. Le LBO c'est quoi? C'est pas un vendeur, un acheteur, c'est tripartite. Il y a un vendeur qui est un peu investisseur, qui veut continuer un peu l'aventure ou pas, et s'il ne continue pas l'aventure, il permet l'association de ses cadres. Ça, c'est... Je dirais ça a plus de 30 ans. Hein. On parlait du LBO sur les établissements d'Artite 87 tout à l'heure dans la salle. Voilà, c'est un petit peu ça, même si je ne sais pas s'il y a eu un transfert de management à l'époque. Peu importe. Ça, c'est ça. Ça, c'est le classique, c'est le réflexe de tout fonds d'investissement qui fait son métier, hein, c'est s'associer et créer une convergence d'intérêts. D'où la naissance de cet actionnariat un peu différencié, discrétionnaire, j'ai entendu le terme, qui, je dirais, a fait les beaux jours des avocats fiscalistes depuis 30 ans. Ensuite, le sujet, c'est l'actionnariat salarié, c'est-à-dire collectif. Et là, c'est une marge supplémentaire. Objectivement, si les dirigeants de sociétés sont convaincus par cela, les fonds le seront. Hein, ce n'est pas les fonds qui... voilà. La question, je reprends la question de la table ronde d'avant, qui était celle de dire que est-ce que l'actionnariat salarié ne serait pas le parent pauvre de la RSE? Est-ce que pour les fonds, qui sont d'abord dans une recherche de maximisation de leur mise, on n'est pas là juste pour dire, bon, on a besoin d'avoir un bon critère ESG, donc ça c'est un critère ESG, et si on a ce critère-là, finalement on y va, parce que pour avoir une bonne notation finalement de son fonds et davantage fléché par les investisseurs. Alors je vais vous dire, nous on a... comme tous les fonds maintenant, vous avez raison de le soutenir, de le mentionner, il y a un petit effet de mode, enfin un effet de mode. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une tendance de fonds qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour un fonds de dire on n'est pas concerné par l'ESG. Nous, ce qui est vrai, c'est qu'à ce titre-là, les 2 éléments qu'on met en avant, c'est le partage de la valeur, et 2, le fait d'investir dans des sociétés qui sont des acteurs de l'ESG. Si je reviens sur le partage de la valeur et pourquoi est-ce que je suis convaincu que chez nous, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN, c'est parce qu'Olivier le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'origine du private equity, il y a le fait d'aligner l'équipe de management avec le fonds en termes d'intérêt. La façon dont nous, on l'a interprété depuis le début, depuis très longtemps chez Sagard, c'est effectivement de le traiter de manière plus large, c'est-à-dire de dire c'est l'équipe de management et les salariés de l'entreprise au service de l'entreprise. Et je vais vous donner un exemple. Moi, un des premiers investissements sur lesquels j'ai travaillé chez Sagard, ça fait 19 ans que je travaille là-bas, c'est une affaire qui s'appelle Kiloutou. Kiloutou, qui était une affaire qui appartenait à un héritier de la famille Mullier, mais pas à la famille Mullier. Bon, chez Kiloutou, il y avait une petite culture d'entreprise. Déjà, il y avait 30 managers actionnaires quand on est rentré dans la société. Et convaincu
des vertus justement de l'association des équipes. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur pourquoi est-ce que, notamment dans certains métiers, c'est encore plus vertueux que dans d'autres. Je pense que c'est vertueux partout, mais dans certains métiers encore plus. Convaincu que l'association des équipes, chez Kiloutou, on appelle ça des équipiers, au capital de l'entreprise, était un facteur de création de valeur. On a fait, sur les 13 ans où on est resté actionnaire de la société, je pense 7 ou 8 opérations d'ouverture du capital aux salariés pour leur permettre de devenir actionnaire du groupe, à chaque fois avec une notion d'abondement, si bien qu'à la fin, quand on est sorti de Kiloutou, il y avait 1500 salariés actionnaires du groupe. Voilà, donc une histoire très ancienne qui démontre que depuis longtemps, on est convaincus, nous, du fait que l'association des salariés au capital de l'entreprise est un facteur de création de valeur. Alors avec 19 ans de recul pour vous, et puis vous tout autant, j'imagine. Oui, rajoutez 20. J'ai essayé d'être élégant, c'est raté. Est-ce que vous diriez que les entreprises qui ont des salariés à leur capital ont, au gré des ventes, reventes, achats et changements de capital différents, une croissance supérieure, égale, inférieure à celle des autres sociétés que vous pouvez accompagner par ailleurs? Alors, à l'évidence, on sent le sens de l'histoire. Enfin, je parlais de l'association des managers, c'est évident. Aujourd'hui, ne pas associer ou ne pas proposer l'association via un CPE des salariés de l'entreprise, alors même que pendant longtemps, en particulier les PME, voyaient tout ce qui était participation comme quelque chose de négatif, de l'argent bloqué qui n'est pas pris dans la trésor, des emmerdements, je vais devoir donner de l'info, etc., etc. Lorsqu'on est un peu volontariste, on arrive à organiser tout cela. Comme on a su organiser les MANCO pour le cercle 2, pardon de parler de ce jargon. J'ai rien compris. Ouais. Le cercle 2, c'est juste après le cercle 1. On va dire que c'est les patrons de BU. Oui, c'est bien vu. Ouais. C'est les patrons de BU. Okay. Voilà. Tout est dans l'ordre. Hein. Le cercle 1, c'est l'équipe de direction. Le cercle 2, on va dire, dans un groupe, ce sont les patrons de BU. Voilà. Voilà, tout simplement. Et eux sont plus ou moins associés au ManPack. Ça, c'est une chose, c'est connu. C'est tellement connu que l'administration s'y penche. Voilà. Le management package dont on a parlé Absolument. ce matin. Ouais. Ce dispositif financier subordonné une performance à la sortie qui permet de créer une convergence d'intérêts entre différentes catégories d'actionnaires, en particulier l'investisseur financier, le mezzaneur, le cas échéant, etc. etc. Voilà. Alors, là, on a passé, je pense, et c'est l'objet de la journée d'aujourd'hui, un cap, et c'est de ça dont on parle, c'est l'actionnariat salarié collectif. Alors justement, est-ce qu'il est intéressant d'élargir l'actionnariat salarié au-delà du ManPack, comme vous l'appelez, au moment où on fait le LBO ou au moment de la sortie du fonds? Alors oui, à nouveau, on en est, nous, intimement convaincus. Ensuite, la question, c'est à quel moment vous le faites et dans quelles conditions. Au moment, c'est parfois un petit peu compliqué. La création d'un FCPE, elle intervient parfois un tout petit peu après l'opération, parce qu'il y a quand même un sujet de tuyauterie. Il y a un sujet de tuyauterie qui est un peu dur à gérer. Mais ce qui est certain, c'est que l'investissement des salariés dans une entreprise, il est un élément très important de notre point de vue, d'abord de partage de la valeur. Et c'est vrai qu'on parlait de l'ESG tout à l'heure. La notion S de l'ESG, c'est aussi de savoir partager la valeur. Et donc, ne pas le partager qu'avec l'équipe de management, c'est une façon aussi pour nous de donner du sens à notre métier. Et je pense qu'elle est un élément, à nouveau, de motivation des équipes. On parlait de Kiloutou tout à l'heure. C'est un métier d'agence. Il y a 450 agences qui couvrent le territoire français. La création de valeur, elle se fait sur le terrain. Le commerce, il se fait sur le terrain. C'est les équipiers dans les agences qui font le commerce. La logistique, elle se fait sur le terrain. Toutes les opérations sont gérées par le terrain. Les équipiers, vous parlez comme chez Decathlon. Exactement, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans ce métier. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans ces métiers-là, qui sont des métiers de service aux entreprises très capillaires, où vous avez une notion de terrain qui est très forte, associer l'ensemble des salariés à la création de valeur, c'est la meilleure façon d'aligner les intérêts. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste la décision d'un patron de BU ou d'un patron de région qui va faire la performance de votre métier. Ce qui va faire la performance de votre métier, c'est le niveau de motivation des équipiers. Et le niveau de motivation des équipiers, je ne sais pas s'il est directement corrélé à l'argent que vous leur donnez, mais en tout cas, c'est une bonne façon de leur reconnaître leur place dans l'entreprise. Absolument. Et en ajoutant, les écueils, c'est de dire « Oh là là, mais j'associe tous mes salariés, Laurent Demal l'a dit tout à l'heure, au capital, ils vont se sentir patrons. » Non, non, vraiment, il y a deux choses. Je pense qu'il faut vraiment inscrire cela dans une forme de résilience. La liquidité, d'ailleurs, ce n'est pas forcément en lien avec la liquidité de l'entreprise. Hein.
en tout cas pas de manière automatique. Ensuite, moi je suis persuadé que ça crée une forme de culture, d'entreprise, plus collective. Je ne vais pas redire ce que Landemal a dit sur les ailes, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Hein. Moi, je l'ai vécu récemment, alors que les patrons étaient un petit peu réticents. On s'emmerde pour rien. Comme les fonds, d'ailleurs. Oh, est-ce qu'on ne s'embête pas pour quelques millions d'euros de fonds propres sur un dossier qui s'appelle Unitaire? Ben, objectivement, ça a facilité le truc. Alors, comme dit Saïk, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place. C'est un autre temps de mise en œuvre. Mais ça se protocole. Même le vendeur, pour des raisons ESG, a dit « je veux bien y contribuer, c'est formidable hein, ». Un goodbye bonus, et puis voilà. La question que peut se poser le management au moment de réaliser cette création de FCPE, par exemple, c'est de se dire au fond combien ça coûte. Comment est-ce que ça se mesure? Ça se mesure en nombre de salariés qui sont intégrés. C'est un accompagnement, il y a une somme forfaitaire globale. Comment ça se passe? C'est plutôt équaliste de répondre à cette question. Non, c'était pas fait pour, mais si vous voulez pas répondre. C'est moins cher que des frais d'avocat, que des frais de conseil. Et moins cher que la commission du fonds. D'accord. Alors non, mais pas de commission. Non, mais là où je rejoins à la fois Olivier et Jean-Philippe, pardon, c'est que c'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté du fonds et une question de volonté de l'équipe de management. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi que l'équipe de management, bien entendu, en ait envie. C'est-à-dire que il nous est arrivé très souvent de proposer ça à des équipes de management et qui disent c'est une grosse usine à gaz. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Ouais. On a, pour reprendre cet exemple-là, toujours chez Kiloutou, mais je pourrais vous en donner beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre, vous en arrivez quand vous avez 400, mettez le micro bien près de la bouche. Quand vous avez 400, 500, 1000 salariés actionnaires, c'est un énorme travail à gérer. Et donc, en fait, il faut une équipe dédiée. Et en fait, le coût, il est plutôt le coût de l'équipe que vous mettez pour gérer ces sujets-là qu'un coût financier. Il y a un petit abondement, mais l'abondement, la réalité, c'est qu'à la fin de l'histoire, par rapport à l'effet vertueux, par rapport au coût du package management, il est très, très marginal, je dirais. Absolument. L'exécution se faisant généralement après le closing. Hein. On ne peut pas subordonner un closing à la mise en place. Non. Mais déjà, c'est inscrit dans les gènes, la communication par-dessus. Moi, je suis persuadé qu'au bout du compte, peut-être pas tout de suite, mais il peut y avoir une vertu un petit peu collective en disant, tout en évitant l'écueil du salarié qui se dit « Oh là là, je suis actionnaire, donc je décide ». Non, il y a quand même une vertu d'attachement à l'entreprise et sur un plan social, sociologique, je pense que par les temps qui courent, ce n'est pas absurde du tout. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a une question? Oui, monsieur. Ah, le micro n'est pas branché, je crois. Ouais. Alors, oui. Est-ce que vous avez... alors, vous n'avez peut-être pas mis en place des FCPE de reprise, mais qu'est-ce qui... si l'occasion... Ah si, voilà. Et qu'est-ce qui freine leur développement, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que ça se diffuse vraiment, plus? il y a tout dans la loi, hein, objectivement. Je pense que on en a parlé tout à l'heure, c'est la méconnaissance. C'est le fait qu'on pense que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est pas faux. Ça met un peu de temps. Nous, on est habitués dans les transfusions d'entreprise à des séquencements très rapides. Les audits, les trucs, les machins bidules, on connaît ça par cœur. Ah mince, si on doit discuter, faire une info, alors qu'on essaie d'éviter l'info-consulte, pardon, hein, c'est parfois des éléments qu'on nous demande mais on peut le faire post-closing. Il suffit de protocoler le fait qu'on va le faire. Et puis, il y a à un moment donné un peu de réserve ou un portage au moment du closing qui est fait. Souvent par le fonds, mais par d'autres, un surfinancement, c'est pas grave. Objectivement, ce n'est pas l'apport en fonds propres. Si on regarde ça, comme dit Saïk, c'est pas rentable au sens propre, mais on s'en fiche. Déjà, les fonds, à partir de XLBO, ils sont ravis de pouvoir participer à quelque chose qui est un petit peu, qui change un peu la donne. Vous voyez, on rajoute un truc. Moi, je vous le dis. Le dossier dont je parlais tout à l'heure, 5e LBO, au 5e, enfin, les salariés collectivement peuvent être actionnaires. Voilà. Et donc ça change beaucoup de choses. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, monsieur. Oui,
Marc Véron, consultant. Merci beaucoup là pour ces interventions. Moi, j'ai une question sur lorsque un fonds d'investissement investit dans une entreprise, il a la possibilité par la loi Pacte maintenant de redistribuer une partie de la valeur qui aura été créée au moment de la revente. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez fréquemment? Est-ce que c'est quelque chose que vous poussez? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être amélioré pour que ce soit un peu plus effectif? Alors écoutez, je ne sais pas, je réponds un peu directement. Nous, on n'est pas exclusif de toutes les opérations qui se font, mais on en fait quand même plus de 200 par an. On a eu 2 projets qui n'ont pas abouti. Point. C'est amusant parce qu'on en parle avec Jean-Philippe juste avant là. C'est vrai que cette loi Pacte, on a mis beaucoup d'espoir dessus en se disant qu'on allait pouvoir mettre en place des mécanismes de rétrocession de la plus-value dans le cadre de la sortie, non seulement aux managers investisseurs, aux salariés investisseurs, mais aussi à l'ensemble des salariés qui n'avaient pas investi dans le cadre de l'opération. Et on a creusé le sujet, on a recreusé le sujet, et ça ne marche pas encore. Voilà. Donc c'est très dommage parce que franchement, c'est une initiative qui a énormément de sens. Je pense qu'une grosse partie de la profession serait ravie d'aller dans ce type de schéma-là. Pas tout le monde, bien sûr, mais je pense que beaucoup de fonds d'investissement seraient très heureux d'aller dans ce type de schéma-là. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Le feriez-vous dans vos entreprises? Oui, c'est pas qu'on le ferait, c'est qu'on a même essayé de le faire et on n'a pas trouvé la mécanique. Voilà. Donc on a les actions gratuites, on a tout un tas de schémas qui peuvent marcher, mais celui-là, ça nécessite une notion d'actionnariat dans la durée, et le fait de mettre en place un mécanisme à la sortie de partage de la valeur, on n'a pas trouvé la mécanique dans la loi Pacte. Voilà. Et du coup, on préfère le FCPE, de reprise ou pas d'ailleurs. On peut prendre une dernière question. Oui, Loïc Desmousseaux. Je profite de vous avoir là pour vous poser une question, même si je crois que le sujet sera abordé après, mais comment vous vous positionnez, par exemple, par rapport à l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur qui a été signé récemment sur l'article 21 de l'ANI concernant les plans de valorisation, les plans de partage de la valorisation de l'entreprise? Est-ce que vous, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette thématique plus particulière ou pas, mais non, bon, ok. Financier, ça, alors, dans le plan de, plan de partage de valorisation, si vous voulez, c'est un mécanisme qui permet d'associer les salariés sur la valorisation de l'entreprise, mais sans qu'ils détiennent véritablement des actions. Mais bon. Non, alors là, nous, on est un peu ras des pâquerettes, on n'est pas encore là. C'est un peu plus technique, mais c'est pas grave, on pourra en parler. C'est un peu comme le métaverse. J'aurais pu répondre, mais par élégance, je ne vais pas le faire. Mais à la limite, ça me rassure un peu, parce que finalement, on considère ça comme un substitut d'actionnariat salarié qui n'en est pas un. Écoutez, il y a tellement de possibilités laissées par la loi, quand on regarde un petit peu ce qui n'est pas utilisé, que on a, enfin, même les outils. Les outils existants sont suffisants, objectivement. Je ne parle pas du man-made. Moi, je pense que le vrai sujet, alors là, je vais être un peu disruptif, mais le vrai sujet, plus tard, c'est est-ce qu'on ne met pas un peu de man-pack dans un FCPE? Est-ce qu'on ne met pas un peu de man-pack dans un FCPE? Ça, c'est 2 dans 5 ans, ça. C'est un projet d'étude, ça aussi. Faut-il mettre... Ce qui est d'ailleurs possible techniquement, sans risque. Eh bien, on va rester sur cette perspective qu'on pourra explorer lors d'une prochaine journée, pourquoi pas, ou lors d'une étude. Merci Olivier Renaud, associé gérant chez Lamartine Conseil. Merci Saïk Pogam, associé au sein du fonds Sagard. Avant notre table ronde, on va passer à